Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que l'on sait tout du Moyen-Âge ? Est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir ? Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? En fait, il y a autant de réponses que de médiévistes. Dans cette émission, nous nous intéressons à comment l'histoire médiévale est étudiée aujourd'hui par de jeunes chercheurs, quels sont les sujets qui les intéressent, pour vous donner envie d'en savoir plus, et pourquoi pas donner de l'inspiration à de futurs chercheurs. Épisode 6, Noémie et Abraham, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse? Aujourd'hui, pour ce 6e épisode, j'accueille Noémie Marijon. Alors Noémie, tu mènes actuellement une thèse sur un personnage qui est bien connu de la Bible et de la Genèse, qui est Abraham. Tu travailles plus particulièrement sur comment il est représenté avec sa famille dans les textes médiévaux et comment il a été adapté par les hommes du Moyen-Âge. Avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi d'étudier le Moyen-Âge ? Alors c'est une question difficile pour moi parce que je suis dans un milieu où il y a beaucoup de chercheurs en sciences dures, en vraie science, avec des corpus, avec des résultats, des ressources, etc., etc. Et pour moi, l'histoire, c'est une vraie science, c'est une science humaine, mais c'est une vraie science avec des vraies méthodes scientifiques. Mon travail d'historienne, pour moi, c'est aussi de me défaire de cette enveloppe fantasmée du Moyen-Âge pour arriver à atteindre une petite parcelle de la réalité du monde médiéval. Comme je disais, Noémie, tu travailles sur la façon dont est représenté Abraham et sa famille dans les manuscrits médiévaux. Qu'est-ce qui t'a amené à ce sujet dans ton parcours et pourquoi tu l'as choisi ? Ce qui m'intéressait toujours, c'est les images de la femme, en fait. Donc en Master 1, j'ai travaillé sur les images de la Vierge dans la Pentecôte. La Vierge, c'est un sujet en iconographie qui est très parcouru, donc ça allait bien pour moi à Master 1, mais c'était pas possible de continuer plus tard, parce qu'il y avait déjà eu beaucoup de travaux. En Master 2, j'ai bifurqué vers une personnalité de l'Ancien Testament, donc la reine Esther, qui est une reine biblique, et donc avait une iconographie très particulière. Ce qui m'intéressait, c'était le côté un peu rebelle d'Esther, et comme quoi elle arrivait à être donnée comme modèle pour des femmes mariées, et donner une possibilité de sainteté par ce biais-là. Et moi j'avais très envie, pour de vrai, de faire ma thèse sur les images des femmes de l'Ancien Testament. Mais après quelques réunions avec ma directrice de recherche, on s'est rendu compte que c'était compliqué, parce que finalement il n'y avait pas assez de sources. Enfin, c'était pas un sujet simple. Donc, je me suis rabattue sur un homme qui avait beaucoup de femmes. Puisque Abraham, alors il y en a d'autres qui en ont beaucoup, mais lui, il en a beaucoup qui ont de l'importance, qui ont un vrai rôle dans l'histoire. Et donc Abraham a 3 épouses, Sarah, Agar et Ketura qui tient beaucoup moins de place. Mais donc c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet qui avait l'avantage de pouvoir être relativement balisé. Il y a déjà eu des études iconographiques sur Abraham, donc c'est pour ça que le sujet n'était pas complètement vierge, et donc ça pouvait nous permettre de travailler dessus. Puisque le défi maintenant en doctorat, ça va être de faire un travail novateur, mais en même temps où on va pas passer trop de temps, puisque c'est vrai que maintenant les directives insistent beaucoup sur un doctorat en 3 ans, maximum 4 ans. Donc ça c'est vraiment important, c'est fini les grandes thèses de 1500 pages où les gens passent 10 ans, peut-être un peu à regret, moi je suis pas sûre d'être... je crois que j'aimais bien l'ancienne formule, mais... voilà, maintenant il y a une espèce de visée d'efficacité où on va avoir des thèses plus courtes, rédigées en moins de temps aussi. Donc c'est toujours ça qui a guidé notre choix, c'était la possibilité d'avoir un sujet qui soit traitable et pas un sujet fleuve où j'allais y passer ma vie. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler de ta directrice de recherche ? Comment se passe ta collaboration avec elle ? Oui, alors ma directrice de recherche c'est Dominique Rigaud qui travaille, elle, elle travaille sur un sujet différent de moi, elle travaille sur l'iconographie, mais sur l'iconographie surtout des fresques. Donc on n'est pas sur le même support, mais c'est une femme avec qui je travaille depuis la licence 3, donc il y a quelque chose de l'ordre de l'affiliation et moi j'ai une directrice de recherche qui est en fin de parcours professionnel, et je suis très heureuse de pouvoir être sa dernière doctorante et d'avoir ce lien avec elle où justement il y a beaucoup de choses qui passent. Et donc on a choisi Abraham pour toutes ces raisons-là, et c'est vrai que c'est un personnage auquel je me suis attachée. Concrètement, ça fait 6 ans que je passe ma vie avec lui, où je pense à lui quand je dors, quand je mange, quand je rentre dans une église et je me dis tiens, ça c'est un Abraham. Il y a un attachement qui se crée avec le sujet. C'est sans doute pas très bon et pas très scientifique, mais c'est comme ça.
Le dieu qui demeure dans ce temple est probablement très puissant. Le temple est en effet imposant, mais son dieu n'est qu'une statue de marbre. Peut-être, mais demande-lui quand même de te donner des enfants. Non, ne compte pas sur moi, Sarai. Je ne demanderai jamais rien à un tel dieu. Le dieu très haut qui me parle, lui, est tout puissant. Il est invisible et partout à la fois, et je sais qu'il existe. Alors pourquoi est-ce qu'il ne te donne pas d'enfants? Il m'en a fait la promesse et j'ai confiance en lui. Est-ce que je t'ai déjà dit que tu es borné comme une mule, Abraham? Donc tu travailles sur l'iconographie, sur les enluminures, et donc d'où proviennent les manuscrits sur lesquels tu travailles? Comment tu les sélectionnes et quels sont tes critères? Alors, je travaille sur les manuscrits, donc principalement, mon travail, la première année, a consisté à justement chercher les images. J'ai commencé par prendre toutes les images que je pouvais avoir, et à partir de là, on a fait un travail d'écrémage. Et donc, j'ai décidé de me consacrer sur une période de temps et une géographie que je connais mieux, qui va être donc la fin du Moyen-Âge, 14-15e, et sur l'ère, alors pour le dire vite, on va être sur le royaume de France, grosso modo, un peu la Bourgogne. Après, moi, je me mets pas de limite en termes de type de manuscrit. C'est-à-dire que je vais avoir des sources qui viennent aussi bien de Bible que de compilations historiques, et c'est ça qui est intéressant aussi, de pouvoir confronter les différents types d'images d'Abraham qu'on va avoir en fonction du type de manuscrit. Et puis, j'ai eu la surprise, finalement, de découvrir beaucoup de représentations d'Abraham dans des livres d'heures. Juste, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un livre d'heures au Moyen-Âge? Un livre d'heures, c'est un livre de piété qui va être popularisé à la fin du Moyen-Âge, qui va beaucoup être utilisé donc, pour dire les heures, donc des prières. Mais concrètement, il n'y avait pas vraiment de raison d'avoir d'image d'Abraham là-dedans. Mais au cours de ces pérégrinations sur les différents sites, que ce soit de l'IRHT, de la BNF, je suis tombée sur un livre d'heures qui est conservé à Besançon, qui montrait en marge des images d'Abraham, et des cycles très longs, qui vont être d'une vingtaine, d'une trentaine, d'une quarantaine d'images, qui ont été produits par Jean Colombe. Et donc je me suis intéressée à ces livres d'heures, et il faut savoir que Jean Colombe a fait plusieurs livres d'heures avec des miniatures de l'Ancien Testament dans les marges, qui n'ont pas foncièrement de rapport avec le texte, et qui sont là un peu comme l'histoire biblique racontée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'il va privilégier, et c'est de voir à quel point il va simplifier son trait, et puis ça montre aussi le travail de l'atelier. Parce que clairement, Jean Colombe n'a pas peint ces 3 manuscrits, c'est des manuscrits qui sont littéralement mais recouverts d'images. Il y en a partout. Ça fait des manuscrits qui sont superbes, mais clairement, c'est pas lui qui a tout peint. Et c'est intéressant de voir à quel point il y a des modèles qui vont circuler d'un livre à l'autre au sein d'un même atelier, et puis à quel point le peintre va, l'artisan va avoir une certaine marge de liberté et va pouvoir dessiner quelque chose qui lui ressemble ou peindre quelque chose qui lui ressemble plus. Et ça, c'est assez intéressant, et ça permet de toucher le côté, et ça c'est un des côtés qui m'intéresse énormément aussi dans mon travail, c'est le côté matériel. C'est-à-dire que quand on étudie le livre, on étudie un objet qui a appartenu à des gens, qui a été fait pour des gens, qui a été fait par quelqu'un. Et alors là aussi, c'est peut-être le côté un peu émotionnel qui parle, et c'est sans doute pas très scientifique de le dire, mais quand on a un parchemin dans les mains ou un livre dans les mains, il y a quelque chose de l'émotion. Enfin, moi, quand je touche des pages, je me dis, le dernier type qu'il a touché, peut-être c'était l'auteur ou peut-être c'était le lecteur. Et le fait que les livres d'heures soient vraiment des livres qui servent et qui sont utilisés, où on voit parfois des marques d'usure ou des gens qui vont noter les dates de naissance de leurs enfants à l'intérieur des livres d'heures, ça rend ces objets un peu spéciaux, et où on a vraiment l'impression d'être dans cette filiation historique, de retrouver un objet qui a servi et de pouvoir lui redonner finalement son historicité, sa place dans une production plus large. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de vos bouquins? En plus, c'est du latin, personne n'est foutu de les lire, alors... Ah bah si tout le monde s'en fout, je vais pas insister pour me faire mal au doigt, allez. Non, c'est pas une option. Vous notez tout, c'est pas autrement. Alors par contre, personne vous demande d'aller me faire des lettrines de 15 bornes d'eau avec des fleurs et des angelots partout, hein. Attendez, enlevez pas les dessins, c'est le seul truc que je comprends. Et donc dans ces livres d'heures, comment sont représentés Abraham et sa famille, notamment ses 2 premières épouses? Alors il faut savoir que dans la Bible, Abraham c'est un vieux monsieur, parce qu'Abraham il quitte son père à 79 ans, je crois, et il va avoir son premier enfant passé 100 ans. Donc c'est toujours un vieux monsieur, et c'est assez marrant de le voir. Abraham, après, il est très stéréotypé. En général, il a une barbe blanche. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est de voir comment le peintre va représenter notamment la question des vêtements.
Est-ce qu'il va actualiser Abraham et donc le représenter comme un homme du XVe siècle ou du XIVe siècle? Ou est-ce qu'il va prendre en compte, quelque part fantasmer une histoire biblique et comment pouvait s'habiller un homme de l'époque d'Abraham? Et donc, en général, il porte quand même plutôt des espèces de... des longues robes, des longues tuniques. Et ce qui est assez intéressant, ce qui me fait beaucoup rire, alors c'est peut-être que là aussi c'est pas scientifique du tout, mais dans les images d'Abraham, c'est notamment toutes les images autour de la question de la circoncision. Parce que donc on va avoir cet homme d'un certain âge qui, ou sous la dictée d'un ange, ou tout seul, va se circoncire lui-même, et donc ça fait des images qui sont frappantes et qui sont étonnantes, parce qu'on ne s'imagine pas voir dans un livre religieux du Moyen-Âge un sexe masculin. Alors il y en a partout, il y en a tout le temps, il y en a souvent dans les marges, mais là c'est souvent le sujet aussi. Donc c'est intéressant de voir à quel point on a des fausses images, et même nous, chercheurs, on a des fausses images sur le Moyen-Âge qui se révèlent bien plus sérieux, ou bien plus drôles, ou bien plus francs que ce qu'on pouvait penser. Frère Adelme était un de nos meilleurs enlumineurs. Pas Adelme d'Otrante, vous le connaissiez? Non, je le connaissais, j'admirais son œuvre. Son humour et ses images de comédie frisaient la mise à l'index. Et sur l'iconographie de ces femmes, c'est assez drôle, puisque là aussi, Sarah, c'est une vieille femme. C'est une vieille femme, et c'est bien pour ça qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. D'ailleurs, c'est dit dans le texte biblique, et là aussi, c'est drôle de voir à quel point le texte biblique peut faire attention aux choses de la vie, puisque à un moment, Sarah, elle dit « mais je peux pas avoir d'enfant parce que j'ai plus mes règles. Elle dit, je n'ai plus ce que les femmes ont. » Et donc, on voit l'attention biologique, finalement, qu'on ne s'attend pas à avoir pour le rédacteur biblique. Et donc Sarah, elle va être régulièrement représentée comme une femme âgée, engoncée dans des voiles. On insiste beaucoup sur l'âge de Sarah. Donc le fait d'insister beaucoup sur l'âge de Sarah et de la représenter comme une femme vraiment décatie, et de pouvoir montrer cette vieillesse, c'est aussi pouvoir montrer la puissance de Dieu et qui va lui donner un enfant. Et la deuxième femme, Agar, donc elle est plus jeune, elle est représentée comme une femme plus belle finalement, mais c'est aussi une servante. Donc je vais avoir des images où le peintre va essayer de mettre en valeur cette image de la servante, et ça passe bien souvent par une représentation du costume. Donc voilà, ça dépend de ce que le peintre a voulu montrer et de sa compréhension à lui du texte biblique. Et c'est ça aussi l'aller-retour qu'il faut faire quand on étudie une iconographie qui se base sur un texte, c'est à quel point le peintre a compris le texte, veut en dire quelque chose. Alors là aussi, c'est le problème qui se pose, c'est le peintre, le commanditaire ou le concepteur du programme. Et là, on rentre dans un puzzle à plusieurs étages qui est toujours très complexe à résoudre. Et pour les gens de la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire le XIVe, le XVe siècle, qui lisent ces livres d'heures, qu'est-ce que Abraham peut signifier pour eux? Est-ce qu'on a une idée? Alors ça, c'est très difficile de le savoir. Et concrètement, moi j'ai du mal à le savoir. Il est clair qu'Abraham a un rôle dans son utilité en tant que le saint d'Abraham, et donc il a un rôle où il accueille les morts au paradis. Ça, c'est sûr, les textes le prouvent, Abraham joue un rôle. Après, dans sa vie familiale, est-ce qu'il a une influence? Est-ce que les gens le prient? Est-ce que... Tout ça, moi j'ai beaucoup de mal à le savoir. Mon seul moyen de le savoir, c'est de me pencher sur les textes des commentateurs de la Bible. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils vont le réutiliser dans des sermons? Est-ce qu'ils vont pas le réutiliser dans des sermons? Est-ce qu'il va être actualisé ou pas? Mais voilà, ça c'est une phase où moi comme je suis moins bonne latiniste qu'iconographe, c'est un moment où je suis pas encore passée, et c'est vrai que je redoute un peu ce moment de l'étude des textes des pères médiévaux, et voilà. Mais c'est vrai que je sais que quand même Abraham, ou en tout cas la figure de ces femmes, vont être utilisées dans des sermons, notamment pour mettre en valeur le miracle dont je parlais de la naissance, ou la foi de Sarah, ou la foi d'Abraham. Voilà, Abraham, c'est quand même le père des croyants, donc de tout temps, il a été valorisé par cet aspect de piété. Et il a toujours été donné comme un modèle de la piété. Puisque Abraham, Dieu lui dit un jour, tu vas quitter de ton pays, et je te donnerai un autre pays, et tu auras une descendance innombrable. Et il part. Et il le fait, et il fait confiance à Dieu. Et donc c'est cet aspect-là qui va, à mon avis, être le plus actuel et le plus sensible pour l'homme médiéval. Tu es un homme bon, Abraham. Nous avons quitté Haran il y a de nombreuses années. Oui, nous avons obéi à la volonté de Dieu. Ça fait si longtemps que nous espérons avoir un enfant. Si Dieu ne me permet pas d'enfanter, c'est peut-être un signe. Je te le redis, Abraham.
Rejoins ma servante et elle te donnera peut-être un fils. Et Abraham obéit à la voix de Sarai. Sarai prit sa servante Agar, qui était égyptienne, et la donna pour femme à son mari 10 ans après qu'ils eurent commencé à demeurer au pays de Canaan. Agar donna un fils à Abraham, qu'il nomma Ismaël. Et donc tu nous en as un peu parlé, mais est-ce que tu pourrais me dire un peu plus précisément quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant ta thèse et que tu rencontres encore actuellement? Pour moi, l'une des principales difficultés, c'est que je travaille en même temps. C'est-à-dire que j'ai pas de contrat doctoral, j'ai un travail à plein temps de bibliothécaire. Donc du coup, je prends du temps. Parce que c'est long. Donc, c'est pour ça que ma thèse est longue, enfin que ça fait 5 ans que j'y suis, bientôt 6. Ça, c'est une des premières difficultés, mais à mon avis, ça doit pas être rédhibitoire. C'est un obstacle, mais c'est pas grave. Une de mes plus grandes difficultés, c'est là aussi, ce que je disais, c'est un peu la solitude. C'est vrai qu'en sciences humaines, on n'a pas trop de labos, on bosse un peu tout seul dans son coin. Et pour moi, c'est un vrai challenge de pouvoir essayer de s'ouvrir au maximum et de trouver ce que l'institution va pas forcément nous donner de premier abord, de trouver des espaces où on va pouvoir rencontrer des gens. Alors voilà, moi j'ai passé 3 ans toute seule dans ma bibliothèque, devant mon PC, à chercher mes images, à faire mes diagrammes avec ma directrice. Bon. Mais au bout de la 3e année, ça n'avançait pas, j'étais pas bien, même dans ma vie personnelle, je me disais c'est pas cool. Et j'ai commencé à faire des colloques. Et ça a été super pour moi. De pouvoir soit participer à des journées de doctorants organisées par votre labo, des trucs tout petits, ou après des colloques internationaux, etc., etc. Pour moi, ça a été vraiment le déclic de me dire que c'était ça que je voulais faire, et c'était ça que j'aimais. Parce que pour préparer un colloque, il faut préparer sa communication, donc ça permet de travailler sur un plus petit bout, et donc du coup c'est moins gros que de se dire « Ah, il faut que j'écrive 700 pages ». Donc voilà, se dire « Ah, il faut que j'écrive 10 pages », ça va, on peut le faire. Et voilà, de pouvoir rencontrer des gens dans les colloques, pouvoir confronter des problématiques, même si c'est des colloques interdisciplinaires. Voilà, un jour, moi j'ai eu une discussion passionnante avec une historienne du 19e, a priori on n'avait pas grand-chose à se dire. Mais parce que elle m'a parlé d'un poème, on a pu rebondir et tirer des traits qui m'ont permis, moi, d'avancer de mon côté. En plus de tout ce que tu viens de dire, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans une thèse d'histoire médiévale? Avant de commencer, qu'est-ce qu'il faut bien avoir en tête selon toi? Il y a plusieurs choses. Tout d'abord, je dirais d'aller sur Twitter. D'aller sur Twitter et de regarder un peu ce qui se fait, qui sont les doctorants, qui sont les... parce que là aussi, pour moi, ça a été une vraie aide. De choisir un sujet qui le botte vraiment. Parce que je crois que choisir un sujet par défaut ou parce qu'on veut travailler avec cette personne-là et que c'est ses sujets de prédilection, c'est vous qui allez l'écrire la thèse. Il y en a pour 3, 4, 5 ans. Et c'est un boulot énorme et... on a un peu un rapport charnel avec sa thèse, c'est un peu notre bébé, on le porte pendant beaucoup plus de temps qu'une maman éléphant, par exemple. Et du coup, voilà, faut vraiment choisir un sujet qui te plaît. Et après, je dirais que ce qui est important, et ce que j'ai pas fait moi, et je regrette, c'est de commencer à écrire très vite. C'est-à-dire que techniquement, on nous dit oui, il y a une phase de recherche où vous accumulez votre bibliographie, vous lisez, vous constituez votre corpus en iconographie, etc., etc. Mais bon, alors ça... C'est peut-être parce que moi je suis en phase de rédaction et que la rédaction c'est dur, mais je crois qu'il faut écrire tout de suite. Même si c'est nul, même si on va déchirer, même si ça sera jamais dans la thèse finale. Voilà, moi c'est tout bête, c'est une conférence YouTube que j'ai vue un jour popper dans mon mur qui disait « Assieds-toi et écris ta thèse ». Je l'ai un peu pris pour moi. Et donc c'est une conférence à l'université de Strasbourg, je crois, par une chercheuse canadienne qui explique que voilà, la solution c'est de prendre des rendez-vous d'écriture et d'écrire tous les jours, même si c'est nul, même si ça sert pas. Et moi, depuis que j'applique ça, j'avoue que ça s'est débloqué un peu et que j'arrive un peu mieux à rédiger, même si c'est pas faramineux. Mais voilà, moi je dirais ça. Aimer son sujet, parler à des gens et écrire. Écrire vite. Bon, ça va, vous pouvez corriger? Je sais pas trop. Là, j'essaie une nouvelle combine. Je passe sur les fautes avec de la peinture dorée pour réparer les armures. Oh merde, mais c'est magnifique! Sans déconner, vous trouvez pas ça hyper classe? Désormais, chers auditeurs, vous en savez un petit peu plus sur ce que représentait Abraham et sa famille pour les gens du Moyen-Âge. Si l'émission vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner au compte Twitter et Facebook de Passion Médiéviste. Vous pouvez aussi nous retrouver et télécharger l'émission sur SoundCloud, iTunes et les autres applications de podcast.
Cette émission a été produite en partenariat avec Binge Audio, qui nous prête du matériel et nous diffuse sur leur site, alors merci à eux. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste.